À l'occasion du 30e anniversaire de mes parents, ma famille ont dévoilé un arbre généalogique peint sur mesure à l'intérieur de la maison. Il comportait 112 noms. À l'exception de moi. Je n'ai rien dit. J'ai simplement agi en silence. 3 jours plus tard, une vidéo a été partagée en ligne et ma sœur appelait son avocat en pleine panique. Nous étions debout dans la salle à manger de mes parents. Tout le monde avait été rassemblé à l'intérieur pour « la grande révélation », c'est ainsi que mon frère l'appelait, comme si nous étions sur le point de voir une nouvelle voiture ou une révélation de genre. C'était une fresque murale, un arbre généalogique peint à la main couvrant tout le mur, un cadeau des enfants, ce qui m'incluait financièrement mais pas créativement. Ils ne voulaient pas de mon avis. On s'en occupe, avait dit ma sœur. Contribue juste ton tiers. Alors j'ai contribué, comme toujours. Le rideau est tombé avec une petite fioriture et la foule a halté. Mon père a ri, ma mère a essuyé une larme, ma sœur a pratiquement fait une révérence. Les gens ont applaudi, car c'est ce que l'on fait quand on vous dit que vous assistez à quelque chose de significatif. Et c'était impressionnant, je leur accorde ça. L'arbre était massif, avec des branches majestueuses, une calligraphie complexe, des accents dorés. Il y avait des noms, tellement de noms, des cousins éloignés, des beaux-parents, des bébés, même le chien de la famille, Biscuit, avait une empreinte de pattes. Je les ai reconnus pour la plupart, non pas parce que nous sommes proches, mais parce que j'ai une excellente mémoire. Ce qui est pratique quand votre personnalité doit être étudiée, répétée et constamment réajustée juste pour être tolérée. J'ai souri, applaudi, pas de signal d'alarme pour l'instant. Je me suis rapproché, scrutant les branches par vague curiosité. J'ai tout de suite trouvé ma sœur aînée, Élise, des lettres grandes et audacieuses, complétées par des portraits de ses jumeaux et de son mari. Le nom de mon jeune frère, Jacques, était de l'autre côté, sous un fier petit parchemin où il était écrit « Responsable commercial régional ». Il vend des appareils électroménagers, on aurait dit qu'il avait inventé l'électricité. J'ai cherché mon nom ensuite. Il n'y était pas. Pas de panique. C'était un grand arbre, peut-être étais-je caché plus bas, ou peut-être l'artiste avait utilisé les noms légaux complets et avait omis mon surnom. J'ai scanné à nouveau, méthodiquement cette fois, de gauche à droite, de bas en haut. Toujours rien. J'ai vérifié les groupes de conjoints, juste au cas où. Non. Je ne suis pas marié, mais ma cousine Émilie non plus, et elle avait sa propre feuille, complétée par une minuscule aquarelle de son chat de sauvetage. J'ai regardé chaque nom, les 112. Chaque personne présente dans cette pièce était sur ce mur, sauf moi. Un instant, j'ai cru que j'étais simplement devenu temporairement aveugle, ou que je rêvais, ou les deux. J'ai fixé la fresque murale avec insistance, comme si je pouvais, en plissant les yeux, me faire exister. Rien. La première chose que j'ai ressentie n'a pas été la rage ni même la tristesse, mais l'embarras. Cette chaleur rampante sous la peau qui vous fait vous sentir à la fois invisible et exposé, comme si votre braguette était ouverte et que quelqu'un la filmait en direct. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas posé de questions. J'ai simplement marché calmement jusqu'à la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. Ce n'était pas une question d'intimité, j'avais juste besoin de quelques minutes ininterrompues pour croire ce qui venait de se passer. Je me suis assise sur les toilettes fermées, j'ai fixé les carreaux du sol et j'ai laissé mon cerveau faire ce qu'il fait de mieux, trier les données. Et les faits étaient simples, j'avais aidé à payer une fresque murale, une fresque qui incluait plus de 100 personnes, une fresque qui avait été approuvée par mes frères et sœurs et par mes parents. Et pendant tout ce processus, des semaines, peut-être des mois de planification, personne n'avait pensé à m'inclure. Ou bien ils y avaient pensé et avaient décidé de ne pas le faire. C'est ça qui m'a frappé, l'intentionnalité. Ce n'était pas un oubli. Les oublis ne survivent pas à 4 brouillons, un acompte et un mur. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'étais assise là depuis près d'une demi-heure. Personne n'avait frappé, personne n'avait envoyé de SMS, personne n'avait même remarqué mon absence. J'ai éclaboussé de l'eau sur mon visage, je l'ai séché soigneusement, j'ai remis du baume à lèvres, lissé mes cheveux. Quand j'ai ouvert la porte et suis retourné dans la salle à manger, la fresque était toujours la vedette du spectacle. Les gens prenaient maintenant des selfies devant elle, montrant du doigt leur nom comme s'ils avaient gagné quelque chose. Ma mère était près de la table des boissons. Je me suis approché, souriante, comme si rien ne s'était passé. « Salut », dis-je nonchalamment. Elle s'est retournée, enjouée, « Oui, ma chérie. Tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose à la fresque ?» Elle avait l'air confuse.
Il manque quelqu'un, dis-je, toujours souriante. Qui? Moi. Son expression n'a pas beaucoup changé, juste un clignement d'yeux, une pause d'une demi-seconde. Oh, ça, dit-elle en redressant une pile de serviettes. Eh bien, nous pensions juste que tu ne voudrais pas y figurer, tu sais, ce n'est pas vraiment ton genre de choses. L'héritage, dis-je. Tu vois ce que je veux dire. Derrière elle, mon père a reniflé. On s'est dit que tu appellerais ça des bêtises sentimentales et que tu lèverais les yeux au ciel. J'ai hoché la tête une seule fois, et c'est tout. Ils savaient. Ils avaient vu la version finale, ils l'avaient approuvée, et ça leur allait. Ils étaient même à l'aise avec ça. Alors je n'ai rien dit de plus, j'ai simplement tourné, marché jusqu'à la porte d'entrée et suis parti. Personne ne m'a arrêté, personne ne m'a suivi. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai roulé. Pas vers la maison, pas encore. J'avais des choses à faire, des choses tranquilles, des choses minutieuses, et un dossier très bien organisé que je n'avais pas ouvert depuis longtemps. Je n'ai rien dit cette nuit-là, mais 3 jours plus tard, il verrait mon nom quelque part où il ne s'y attendait pas, et cette fois, il ne pourrait pas l'effacer. Je suis autiste. Je n'ai pas toujours connu le mot pour ça, mais j'ai toujours su que j'étais quelque chose que les gens ne voulaient pas. Je pensais que j'étais comme un appareil défectueux. J'avais l'air normal de l'extérieur, mais quelque chose à l'intérieur ne fonctionnait pas comme il le fallait. Je ne savais pas quelle partie exactement, juste que cela faisait toujours que les gens me regardaient comme si j'avais dit la mauvaise chose, ou riaient quand je ne plaisantais pas, ou devenaient silencieux comme si j'avais ruiné quelque chose d'invisible. Alors j'ai passé la majeure partie de ma vie à faire semblant de ne pas être autiste, bien avant même de savoir que le mot existait. Toute mon enfance fut essentiellement une longue expérience sur la manière de passer pour quelqu'un qui avait sa place. J'ai grandi dans une grande famille élargie, des gens bruyants, occupés, performatifs, qui aimaient les fêtes surprises, les jeux de famille et les chants en groupe aux toutes choses que je redoutais en silence et que j'essayais très fort de ne pas laisser paraître. Nous avions des cousins comme la plupart des gens ont des plantes d'intérieur, trop nombreux pour être nommés, tous entassés dans une seule pièce. Cela aurait dû ressembler à une communauté. Ce n'était pas le cas. Dès l'âge de 5 ans, je savais que j'étais le mauvais genre de différente, et le message venait le plus fort de l'intérieur de ma propre maison. L'un de mes premiers souvenirs est d'avoir dit à ma tante que sa nouvelle coupe de cheveux semblait inégale. Je pensais être utile. Elle avait demandé ce que j'en pensais, et je lui avais dit directement, comme on m'avait appris à le faire. Je n'y ai pas beaucoup pensé jusqu'à ce que ma mère me prenne à part et me dise que j'étais impolie, embarrassante et ingrate. Puis mon père a ajouté que je devais apprendre le tact ou je n'aurais jamais d'amis. J'ai été privé de sortie pendant 2 semaines pour une coupe de cheveux. Quand mon frère, Jacques, a dit à la même tante qu'elle ressemblait à un chien de bergero 6 mois plus tard, tout le monde a ri. C'était le thème, mes frères et sœurs, Jacques et Élise, étaient les enfants en or, sociaux, expressifs, toujours en pleine forme. Élise en particulier pouvait dire ou faire n'importe quoi et être perçue comme charmante. Quand j'ai copié son phrasé exact dans une conversation de groupe une fois, on m'a regardé bizarrement et on m'a dit que j'en faisais trop, ce qui était vrai, mais pas de la manière qu'il pensait. J'essayais de comprendre comment exister autour d'eux sans être corrigé, moqué ou ignoré. Jacques avait l'habitude de me japper dessus comme un chien quand j'entrais dans une pièce, juste pour voir si je tressaillirais. Élise imitait ma voix avec un ton aigu et géniard, disant des choses comme « Techniquement, ce n'est pas exact de dire ça », parce que j'avais l'habitude de les corriger quand ils disaient des choses qui n'étaient pas vraies, tu sais, comme un enfant normal qui se soucie des faits. Mes parents le voyaient, ils riaient aussi. Il faut admettre, Jeanne, que tu as bien ce ton. Ce que je n'ai jamais entendu, c'est « Eh, arrête de te moquer de ta sœur ». Alors j'ai commencé à essayer de me réparer. Je ne le faisais pas parce que j'aimais lire ou voulais être meilleur en réseau, je le faisais parce que j'étais désespéré. J'avais des étagères entières de livres sur la communication, les compétences sociales, le langage corporel, des titres comme Comment parler à tout le monde et Règles sociales pour les enfants. Je ne les lisais pas comme des livres, je les étudiais comme si je m'entraînais pour un examen. Contact visuel de 3 secondes puis détourner le regard, sourire en saluant, hocher la tête occasionnellement, poser des questions, ne pas trop parler, ne pas interrompre, ne pas corriger. Je m'entraînais dans le miroir. Je m'enregistrais pour entendre si je sonnais bizarre. J'observais les autres et prenais des notes mentales. Et pourtant, à chaque réunion de famille, j'étais celle qui restait à l'écart, trop silencieuse, trop intense, pas assez amusante.
Je m'asseyais à la table des enfants même quand j'avais 16 ans, parce que personne ne me faisait de place à la table des adultes et personne ne me demandait de participer à quoi que ce soit d'autre. Quand j'essayais, quand je souriais, me joignais aux conversations et imitais le bon ton, ils demandaient « Pourquoi agis-tu comme ça ?» J'étais coincé. Si j'étais moi-même, j'étais un problème. Si je portais un masque, j'étais bizarre. Dans tous les cas, je perdais. À l'école, j'excellais non pas socialement, mais académiquement. La science avait un sens, la programmation avait un sens. Les cellules, la logique et les algorithmes ne se souciaient pas si je faisais la mauvaise tête, ils fonctionnaient, ou non. J'ai obtenu une bourse complète pour l'université en biologie et en informatique, j'ai obtenu mon doctorat, j'ai commencé à donner des cours à temps partiel et à travailler en recherche. Je gagne maintenant plus d'argent que n'importe qui d'autre dans ma famille, mais personne n'en parle, sauf quand il s'agit de planifier un grand cadeau de famille. Alors c'est toujours, peux-tu mettre un peu plus ? Tu réussis si bien. Et je le faisais toujours, parce que je pensais que cette fois, cela compterait peut-être pour quelque chose. J'ai commencé à soupçonner que j'étais autiste quand j'avais 25 ans. Je lisais un forum sur l'épuisement social chez les femmes et j'ai vu message après message qui me donnait l'impression que quelqu'un avait volé mon monologue intérieur, des femmes parlant de masquage, de ne jamais se sentir naturel, d'avoir à étudier comment socialiser, d'être épuisé après une fête d'anniversaire. Je ne me suis pas senti vu, je me suis senti interpellé. Alors j'ai creusé, lu des articles scientifiques, des articles, des essais personnels. J'ai fait 3 évaluations en ligne. J'ai obtenu des scores exceptionnels. Je ne voulais rien supposer, alors j'ai trouvé un spécialiste, j'ai fait l'évaluation complète, j'ai passé des heures de questions et d'évaluation. Et à la fin, j'ai obtenu ce que je savais déjà, un diagnostic formel de trouble du spectre de l'autisme. J'ai parlé à ma famille. Je les ai assis, ou j'ai essayé. Ma mère n'arrêtait pas de se lever pour recharger son thé. Quand j'ai enfin prononcé les mots, elle a ri, « Tu n'es pas autiste, Jeanne, ne sois pas idiote, tu n'aimes juste pas les fêtes. » Mon père a dit, « Tu es trop intelligente pour être autiste. » Jacques a dit, « Oh, alors maintenant, on doit marcher sur des œufs avec toi. » Élise a juste souri et a dit, « Tu as toujours aimé les étiquettes. » C'est la même sœur qui a bâti une marque autour de l'inclusivité neurodivergente, qui met des modèles neurodivergents dans ses campagnes, qui parle de représentation dans les interviews, et qui ensuite a commandé une fresque avec 112 noms et a omis le mien. Ils ne m'ont pas oublié, ils ne m'ont pas négligé, ils m'ont effacé. Et si je n'étais pas entré dans cette pièce et n'avais pas regardé ce mur de mes propres yeux, j'aurais pu passer une décennie de plus à croire que si j'essayais juste plus fort, si je me réparais un peu plus, ils me laisseraient avoir ma place. Mais maintenant, je sais qu'ils ne l'ont jamais voulu, et j'en ai fini d'essayer de la gagner. Je n'ai pas crié, je n'ai pas exigé de réponse, je n'ai appelé personne pour expliquer à quel point ils m'avaient blessé. J'ai simplement cessé de répondre. Pas de sortie dramatique du groupe de discussion, pas de dernier mot. J'ai mis le fil de discussion familiale en sourdine, archivé les messages et désactivé les confirmations de lecture. Et puis je me suis débranché de la machine que j'avais alimentée toute ma vie. La première chose que j'ai coupée, c'est l'argent. Pas tout d'un coup. Je n'essayais pas de faire un point. J'en avais juste marre. J'ai annulé le virement automatique qui couvrait une partie de la taxe foncière de mes parents, celle qu'ils n'avaient jamais reconnue mais dont ils dépendaient clairement. J'ai retiré ma contribution à notre fonds partagé pour les événements familiaux, qui avait commencé comme une chose de groupe mais est lentement devenue, Jeanne couvre ce que nous avons oublié. J'ai refusé la demande de paiement d'Élise pour les arrangements floraux qu'elle avait déjà commandés en notre nom. J'ai cessé de payer pour des gens qui ne pensaient pas que j'étais des leurs. Personne ne l'a remarqué pendant la première semaine. J'ai observé en silence le groupe de discussion bourdonné d'images de fêtes filtrées et de louanges post-événement. Puis quelqu'un a soulevé la question de l'acompte manquant pour l'anniversaire de la fille de notre cousine Léonie. Jacques, est-ce que quelqu'un a couvert la part de Jeanne ? Ça a rebondi. Élise, je suis presque sûr qu'elle a juste oublié. L'un de vous peut-il la relancer ? Elle est peut-être à nouveau dépassée. Dépassée, c'était leur mot préféré pour moi. Pas autiste, pas exclu, pas trahi, juste dépassé, comme si j'avais de nouveau trébuché sur ma propre ombre. Quelques jours plus tard, Élise m'a envoyé un message vocal. Je l'ai écouté une fois, puis encore, juste pour confirmer que je n'avais pas imaginé le ton. Salut, alors je sais que les choses ont été un peu bizarres, mais je voulais juste prendre des nouvelles.
tu nous as vraiment manqué après la fête et je sais que tu as été sensible dernièrement, mais tu sais qu'on t'aime, n'est-ce pas? Genre, évidemment, tu es importante pour la famille. Bref, fais-moi savoir si tu vas bien. Aussi, si tu pouvais envoyer ton tiers pour le cadeau de Léonie aujourd'hui, ce serait génial, pas de pression. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une facture transférée et un email passif-agressif de « juste pour faire un suivi » de l'assistante d'Élise. Je l'ai supprimé. Puis est venue la parade de la culpabilité. Ma mère a laissé un message vocal où elle essayait clairement de paraître calme, mais avait cette voix chantante de panique qu'elle utilisait toujours quand les choses s'effondraient. « Jeanne, ma chérie, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas ton genre. Tu as toujours été si généreuse et fiable. Je sais que la fresque était compliquée, mais nous essayons juste de faire quelque chose de spécial. Nous ne voulions pas te contrarier. S'il te plaît, ne laisse pas cela gâcher toute la dynamique familiale. » Toute la dynamique familiale, c'est ce qu'elle a appelé ça. Pas ce qu'ils ont fait, juste ma réaction. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils ne voulaient pas. Ils m'avaient effacé, riaient à mon visage quand j'en parlais, et maintenant ils étaient confus. Je ne voulais plus être leur donatrice silencieuse. Je n'étais plus en colère. J'étais juste indisponible. J'avais de nouveau de l'énergie, le genre qui apparaît quand on cesse de déverser sa valeur dans des personnes qui ne vous voient que comme une ressource. Et à peu près à la même époque, j'ai reçu un email d'un organisateur de conférence. Un conférencier principal s'était désisté à la dernière minute d'un sommet sur la neurodivergence et la santé mentale. Quelqu'un avait vu un article de blog que j'avais écrit des mois auparavant sur les femmes autistes à haut niveau de masquage dans le milieu universitaire. Ils m'ont demandé si je serais prête à prendre la parole. Au début, j'ai failli le supprimer. Je ne suis pas une oratrice publique, pas par nature. Mais ensuite, j'ai pensé que c'était peut-être là le but. Alors j'ai dit oui. J'ai passé une semaine à écrire la conférence, pas à la répéter, juste à l'écrire honnêtement. J'ai commencé par l'histoire d'une fille qui apportait toujours les cupcakes supplémentaires à la fête, payait la pizza, prenait le relais, s'occupait de la planification au toujours serviable, toujours juste en dehors du cercle. Je leur ai raconté comment elle avait lu 13 livres sur les compétences sociales avant l'âge de 12 ans, espérant qu'ils lui apprendraient à cesser de mettre les gens mal à l'aise. Je leur ai raconté comment elle avait obtenu un doctorat, acheté une maison, donné généreusement, souri poliment, ne faisait jamais de vagues, se contentait de contribuer encore et encore, discrètement, de manière fiable, invisiblement jusqu'au jour où elle a aidé à payer une fresque murale, un arbre généalogique. Il y avait 112 noms. Le sien n'en faisait pas partie. La conférence a été diffusée en direct. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Je suis rentré chez moi, j'ai fait du thé et corrigé des copies. Mais au matin, la vidéo avait plus de 60 000 vues. Les gens l'ont partagée avec des légendes comme « ça frappe plus fort que prévu ». La cruauté de l'exclusion silencieuse. On ne peut pas se dire inclusif si l'on efface son propre frère ou sa propre sœur. Les commentaires ont commencé à affluer. Certains venaient d'inconnus, d'autres non. Une personne a écrit « ce n'est pas à propos de cette styliste de mode qui poste toujours sur la neurodivergence ?» Une autre a répondu « sa sœur n'a pas payé pour cette fresque aussi ?» Je me souviens des photos. Je n'ai pas dit un mot, mais je n'en avais pas besoin. Et puis quelque chose s'est produit à quoi je ne m'attendais pas, ils m'ont poursuivi en justice. J'aurais dû le voir venir, mais je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je ne comprenais pas à qui j'avais affaire, si, je comprenais. J'ai juste pensé que peut-être même ne serait pas aussi stupide, mesquin ou délirant. Mais non, il l'était exactement. L'enveloppe est arrivée par coursier. Un homme en costume me l'a tendu comme si j'étais notifié dans un thriller. Je m'attendais à moitié à ce qu'ils disent « vous avez été prévenu ». À l'intérieur, une plainte déposée par la société de ma sœur pour atteinte à la réputation. Par conséquent, je l'ai dit. La vérité est devenue virale, car apparemment, exclure publiquement son frère ou sa sœur autiste est acceptable jusqu'à ce que le public le remarque. Sa marque avait déjà commencé à saigner. Cela a commencé par quelques commentaires discrets en ligne, puis les gens ont commencé à republier des extraits de la conférence, mon discours, avec des citations comme « elle a payé pour la fresque », son nom n'y était même pas, drôle comme certaines marques inclusives n'incluent que les personnes qui les font bien paraître. 112 non, pas le sien. Les gens ont posé des questions. Et quand on construit toute son entreprise sur l'esthétique de l'inclusivité, des questions comme celle-là sont du poison.
Les partenariats sont devenus silencieux. Un mannequin s'est désisté. Une influenceuse a annulé une collaboration et a posté une histoire cryptique que tout le monde savait concerner Élise. Soudain, la sœur qui prétendait toujours défendre la neurodivergence se voyait demander pourquoi elle ne pouvait même pas se tenir à côté d'elle. Et c'est ainsi qu'elle a décidé de me poursuivre pour avoir créé un récit trompeur, pour diffamation implicite, pour avoir orchestré une attaque ciblée contre sa réputation. Elle y a également ajouté la détresse émotionnelle, ce que j'ai trouvé plutôt adorable. Je veux dire, moi orchestrant une attaque contre la réputation? S'il vous plaît, j'ai à peine le temps d'organiser un porte-épices sans prendre de pause. J'ai engagé une avocate, une bonne. Elle m'a demandé, l'avez-vous nommé dans votre discours? Non. Avez-vous identifié son entreprise? Non. Avez-vous menti sur quoi que ce soit? Non. Elle a souri, alors, amusons-nous. Nous avons monté un dossier avec soin. J'ai remis le virement bancaire prouvant que j'avais payé un tiers de la fresque, des captures d'écran du groupe de discussion où on m'avait dit « on s'en occupe » et où je n'ai plus jamais été consulté, une liste d'invités numériques de 112 personnes, chacune d'entre elles sur le mur, sauf moi, une photo haute résolution de la fresque elle-même avec des noms étiquetés et célébrés, et le coup de grâce, un email de l'assistante d'Élise, nous avons omis Jeanne. Élise a pensé que ce serait plus simple. Plus simple, comme couper une tumeur. Le procès n'a pas duré longtemps. Élise s'est présentée comme si elle auditionnait pour le rôle de la femme lésée, édition entreprise, tailleur beige, pas de maquillage, pas de contact visuel. Mes parents étaient assis derrière elle, tous deux affichant leur expression de « nous ne comprenons pas ce qui se passe mais nous soutenons notre fille ». C'était étrange de les voir dans une salle d'audience. Ils n'avaient pas l'air à l'aise. Peut-être parce qu'il y avait des règles là-bas, ou des conséquences. Mon avocate m'a demandé de raconter l'histoire, alors je l'ai fait. J'ai expliqué comment j'avais contribué financièrement, comment je n'avais pas été incluse dans la planification, comment je n'étais pas sur l'arbre, comment ma sœur avait construit une marque sur l'identité même qu'elle avait effacée de sa propre famille. J'ai parlé clairement, calmement. J'avais répété. Je n'ai pas regardé Élise. Je n'en avais pas besoin. La photo de la fresque est apparue sur un écran. Le juge a plissé les yeux. Qui est Biscuit? Notre chien de famille, dis-je. Décédé? Oui, mort en 2020. Le juge m'a regardé de nouveau. Mais inclus? Oui. Il a baissé les yeux sur ses notes, puis a regardé l'image. Votre nom n'y est pas? Non, dis-je. Il n'y est pas, je pouvais sentir l'air changer dans la pièce. Il y a quelque chose à le voir imprimer. Pas métaphorique, pas exagéré, pas émotionnel. Juste un fait. Un mur de 112 noms, le mien absent. Un chien mort a fait partie de l'arbre. Pas moi. L'avocate d'Élise a essayé de prétendre que la fresque était symbolique, non destinée à représenter chaque membre de la famille. Alors mon avocate a zoomé sur les branches, a montré les surnoms, les dates de mariage, les bébés, même le petit gland doré sous le nom de Jacques avec, premier à posséder une maison, en dessous. Symbolique, a-t-elle demandé, ou sélectivement minutieux? Le jury n'a pas eu besoin de beaucoup plus. L'affaire a été classée, et Élise a été condamnée à couvrir tous les frais de justice. Elle ne m'a pas regardé quand le jugement est tombé. Ma mère, oui. Son expression n'était pas de colère. Elle n'était pas non plus de honte. Elle était neutre, comme quelqu'un qui regarde une machine qu'il ne sait pas utiliser. Comme si elle voulait appuyer sur un bouton et rembobiner. Mais il n'y avait pas de bouton, et il n'y avait pas de bande. Il n'y avait que maintenant. Après cela, les choses se sont vite dégradées. Son entreprise a perdu 2 investisseurs clés. Puis une plainte d'une ancienne employée a refait surface, un mannequin neurodiverge qui affirmait avoir été maltraité et sous-payé. Élise a posté de longues excuses sur fond pastel, parlant d'écouter et d'apprendre. Elles ont suscité un tollé immédiat en moins d'1 heure. En 6 mois, sa marque a fait faillite, et en 3 mois de plus, mes parents ont discrètement vendu leur maison. Je n'étais pas la seule raison, mais j'étais la pièce manquante dans un système qui ne fonctionnait que lorsque j'étais trop fatigué pour dire non. Ils ont réduit leurs dépenses, ont déménagé dans un modeste condo en dehors de la ville. Mon frère a un peu aidé, Élise, non. Je l'ai découvert grâce à une chaîne de mets sur laquelle je n'étais pas censé être copié. Leur nouvelle adresse était indiquée en bas, sous une note sur qui apportait la salade de pommes de terre pour le repas de fête. Je n'étais pas invité,
mais je ne voulais pas y aller. Quelque chose d'étrange s'est produit après tout cela. Je m'attendais à me sentir triomphante. Ce n'était pas le cas. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus accroché au bord d'une famille, essayant de gagner une place qui n'existait pas. Je ne me sentais plus me préparer à la prochaine rejet. Je ne me diminuais plus pour être aimable. Je ne vérifiais plus qui regardait. J'étais juste moi, libre, sans excuse. Oh, j'ai aussi rencontré quelqu'un. C'est un biochimiste qui déteste les petites conversations et adore les créatures marines fossilisées. Il ne bronche pas quand je dis exactement ce que je pense, ne me traite pas de froide quand je ne fais pas de faux sourires, n'essaie pas de me réparer quand je suis dépassé. Il demande juste, tu veux du calme ou de la compagnie? Parfois, nous restons assis en silence total pendant des heures. C'est la paix la plus bruyante que j'ai jamais connue. Je pensais qu'il suffisait que je fasse tout correctement, que je sois assez gentille, assez serviable, assez raffinée, pour que ma famille me voie enfin. Mais maintenant, je n'ai pas besoin d'être vu par des gens qui ne me regardaient que lorsque j'étais utile. Je me vois moi-même, et c'est suffisant. Cela fait quelques années maintenant. J'ai suivi une thérapie, une vraie thérapie. Pas celle où quelqu'un essaie de réparer votre comportement, mais celle où vous pouvez réellement demander, qui suis-je quand je ne joue pas un rôle pour survivre? Démasquer n'a pas été un interrupteur. Ce fut un processus lent, étrange, inconfortable, comme enlever un costume que vous ne saviez pas porter et réaliser que vous ne vous étiez jamais vraiment regardé dans le miroir auparavant. Il y a eu des jours où le masque m'a manqué, où il gardait les choses prévisibles, il mettait les gens à l'aise. Mais maintenant, je ne vis plus dedans. Parfois, je dois encore l'utiliser un peu, comme une crème solaire émotionnelle. Mais la plupart du temps, je peux être moi-même, pleinement, honnêtement, sans excuse. Je suis fiancé maintenant aussi. Il me voit, pas la version polie, pas la version éditée. Il m'embrasse, et il aime cette version-là. C'est encore un peu fou à dire à voix haute. Je n'ai pas parlé à ma famille depuis le procès, et je ne compte pas le faire. Je pensais que je ne pouvais pas survivre sans leur approbation. Il s'est avéré que je survivais à peine avec. Maintenant, je suis heureuse, non pas parce que tout est parfait, mais parce que je n'essaie plus de prouver que je mérite d'exister. Alors je me demande parfois, ai-je fait ce qu'il fallait? Suis-je allé trop loin, ou étais-je enfin juste assez loin? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous.